pas la diapositive de titre, elle a disparu tout à l'heure. Donc vous avez la deuxième diapositive, c'est pas très grave. Donc le titre c'était documenter, oh oui, je vais me passer, ça va. Documenter, est-ce préserver? Sachant que on peut déjà répondre que préserver, ça nous le savons tous, c'est au moins documenter. C'est d'autres choses aussi. Je vous donnerai ma clé à la toute fin, vous me la demanderez si j'oublie de vous la donner. Mais je vais prendre un exemple, j'ai prévu 3 exemples, je pense que j'aurai le temps de parler que du premier exemple qui était mon travail au tout début de Gamelan, qui était le sauvetage d'une pièce du four, Saturne. On peut aussi parler d'un autre travail qui a été fait dans le cadre d'un projet précédent, aussi en partenariat avec l'IRCAM, qui était notamment la préservation d'un certain nombre de pièces, dont une pièce de Hans Touchkou, qui posait des problèmes intéressants, et puis un travail qu'on est en train de démarrer, en fait, la fin, l'apothéose de Gamelan, qui était un petit peu de collecter le maximum de traces, justement grâce à nos outils Gamelan, sur une petite création de Christian Zavesi. Et là, la question est intéressante, puisqu'on a les traces, mais l'œuvre n'existe pas encore. D'ailleurs, elle n'existera peut-être jamais. Ça va, vous m'entendez? Donc on passe à la deuxième diapositive, la partie, le sauvetage de la pièce de Hugues Dufour, Saturne. Alors pourquoi sauvetage? Parce que c'est une pièce pour 22 instrumentistes, 4 instrumentistes électroniques, qui n'était plus jouable depuis 2006. Et donc se poser la question de comprendre pourquoi, lors d'un concert, enfin d'une programmation, il a fallu annuler la programmation, la pièce n'était plus jouable. Il y a de très nombreuses raisons, mais une des premières raisons, c'est que rien n'avait été prévu pour que les données, les quelques données qu'il y a, soient transmises à d'autres musiciens. Je refais un petit résumé de la pièce, je l'ai présentée dans d'autres circonstances. Donc une pièce pour 22 instrumentistes qui date de 1979, une pièce très très ample, 45 minutes, une sorte d'épopée cosmique, on va dire. Pièce emblématique pour beaucoup de personnes, considérant que c'était une des premières pièces mariant les sonorités de l'orchestre et l'électronique. Non pas qu'il n'y ait pas eu plein de pièces mixtes auparavant, mais l'électronique là est considérée comme une partie instrumentale. En fait, on a un groupe d'instruments avant, un groupe d'instruments électroniques et 6 percussionnistes, chacun ayant son secteur de timbre avec les passerelles. La particularité de cette pièce, c'est qu'on la connaît essentiellement par l'enregistrement qui a été réalisé de manière très très rapide entre les 2 premières. En 2 jours, au studio l'IRCAM, la pièce a été enregistrée bout par bout. Elle n'était pas encore complètement créée, elle a été créée à Hermont, elle a réellement été, la création est indiquée comme étant à l'IRCAM, et elle a été enregistrée, et on n'a pas d'autre enregistrement public disponible. La pièce a été jouée très régulièrement après, un petit peu partout, mais tout le monde ne connaît que cet enregistrement, un enregistrement vinyle, qui a été réédité en enregistrement CD un petit peu plus tard. Alors, bon, je passe sur les 3 groupes d'instruments. C'est pas du tout ça, excusez-moi. Ouais, je suis désolé, c'est pas du tout mon PowerPoint. C'est pour ça que tu retrouves. Oui, c'est pas bon, c'est pour ça que j'ai pas la pièce de titre. Il faut que je le trouve quand même. Il n'y en a pas tant que ça. Comme quoi, tout s'explique. J'ai changé de nom, je prends l'ancien. Sauf l'inexplicable que par définition ne peut pas s'expliquer. Hier, 14-18, ça. Apparemment. J'ai toujours pas de pièce de titre. Alors, déjà, on va voir s'il est en français. Le séminaire implacable. Non, c'est aussi en anglais, c'est pas du tout ça. Et va dans PowerPoint et regarde ce que tu as ouvert récemment. Peut-être tu sauras. Excellente idée, mais comme je change les noms entre-temps... Ah bah oui, tu essaies de contourner l'incontournable. le faveur de... Ouvrir récemment. Ah. Voilà, sécurité, voilà. Oui, mais ça, sécurité, c'est un anglais. Non, mais ça, c'est un anglais, normalement. Ou alors, il y a une erreur dans les noms.
Essayez celui-là. Ah oui. Wow. D'accord. Donc, ce qui est normalement qui a le nom d'une présentation que j'ai faite à Boudine, mais que je ne vous fais pas parce qu'elle dure 2 heures. Bon, bizarre, merci. Je suis là pour ça. Tu dis, tu peux partir. C'est déjà beaucoup. Voilà. Non, mais ça me rappelle l'histoire du mix final, où on ne peut pas Oui, se c'est fier ça. au nom, au Absolument. nommage Ouais. du fichier par l'auteur. Ouais. Et il Mais faut- là, c'est quand même étrange. Je veux dire, là, Ouais, mais c'est vrai que j'ai étrange, pris mais c'est une classique. copie, j'ai changé le nom. Alors que, Tout une à fois fait. qu'on arrive à déduire la généalogie des fichiers, Ouais. on peut savoir quelle est la dernière version. Ça, c'est un des thèmes dont je pensais compter parler, mais je n'aurais pas le temps. Bravo. C'est effectivement la pièce de Touchkou, dans laquelle j'ai pu suivre tout le processus de production finale, on va dire le mixage en studio, collecter toutes les données, et puis le concert a eu lieu. Et comme je suis toujours un petit peu méfiant, je suis revenu au studio ici, vérifier, et là je vois que des objets ont été modifiés. Touchkou était déjà reparti aux États-Unis le lendemain même, je suis venu le mardi. Je lui envoie un mail et je lui dis c'est bizarre, j'ai pas tout à fait la même chose que ce que tu m'as donné sur le studio. Il me dit oui, effectivement, après le concert, j'ai vu qu'il y avait 2-3 petits problèmes, j'ai modifié la pièce. Effectivement, c'est la bonne version qu'il faut prendre maintenant. Donc l'objet qui s'appelle l'objet final, c'est celui-ci, n'est pas du tout dans l'objet. Il y avait une variante juste après. Et donc ça nous montre on a beau collecter toute l'information possible sur un processus de création, si on n'a pas la bonne description, si on n'est pas bien documenté dessus, on fera quand même des erreurs. Et documentation, évidemment, c'est a priori le compositeur qui a l'information, sachant que quand on interroge un compositeur 10, 15 ans, 20 ans plus tard, il ne se souvient pas très bien, et lui-même se trompe, on l'a tous fait nous-mêmes. On se dit oui, ça devait être ça, et en fait, quand quelqu'un nous explique, mais c'est pas clair, moi je vois quelque chose d'autre, des fois les choses reviennent, et on s'aperçoit que soi-même on a mémorisé effectivement des choses complètement erronées. Alors, on est en français, on va pouvoir avancer. Un seul enregistrement, ça, je saute. On a une petite vue de l'ensemble. On va pas l'écouter, puisque de toute façon, on pourra écouter un petit bout tout à l'heure dans le processus de captation. Donc, en gros, on voit deux instruments de clavier électronique en marteau sur la gauche, et à droite, on ne les voit pas très bien, on voit 2 guitaristes au deuxième rang, là, sur le côté, avec leur gros combo. Les 6 percussionnistes derrière et l'ensemble des instruments avant de ce chef d'orchestre. Voilà. Alors, petite information sur l'instrumentation. L'idée pour Dufaux, effectivement, de considérer 3 ensembles sonores. L'ensemble de percussion, qui est évidemment l'apport, on va dire, du XXe siècle dans la musique contemporaine. L'ensemble des instruments avant, mais qui sont tous dans des registres très tendus, c'est-à-dire sur des instruments graves, parfois assez rares, mais qui jouent dans leur aigu. Il y a une tension dans le son. Et puis l'ensemble électronique, dont je ne vais pas refaire toute l'histoire ici, mais qui est un développement de l'ensemble instrumental électronique de l'itinéraire, sous couvert à ce moment-là d'un groupe de 3 compositeurs, Alain Broncard, Muraille et Griset, je crois, qui avait fait un collectif de recherche en informatique et synthèse CRIS, qui a commandité 3 disques, dont contenant un certain nombre d'œuvres créées spécifiquement dans cette site. Mais l'ensemble électronique de l'itinéraire existait déjà depuis quelque temps. C'était une espèce de... Là, c'était une relance. Il était constitué effectivement autour des 2 guitaristes, François Bouche, Claude Pavie, et des 2 audistes, Tristan Muraille et François Spélier. Tristan Muraille, évidemment, apportant aussi des claviers, des synthétiseurs, des orgues électroniques, et Claude Pavie, avec François Bouche, étant venu mettre en boîte à effets pour transformer le son de la guitare. Très fréquemment, dans cette pièce, on entend dans l'enregistrement, on entend des sons de synthétiseurs, ce n'est pas du tout des synthétiseurs, ce sont des sons de guitare électrique dont les attaques sont supprimées et avec une tenue. Et à première écoute, on pense entendre des parties de synthétiseurs très importants, alors qu'elles ne sont pas plus importantes et on les entend souvent un peu moins que les parties de guitare. Voilà, alors les instruments électroniques, donc
Les ondes Martenot, instrument très ancien, dont le principal problème actuellement, c'est qu'il n'y a plus de fabrication d'instruments. Il y a eu deux versions, une première version à lampe, enfin, la version stable, il y a eu plein de prototypes, la version à lampe, qui a eu beaucoup d'un gros répertoire sur les instruments. Il y a eu une deuxième version transistorisée, et récemment, il y a eu depuis les années 80 des tentatives de numériser l'instrument, mais à l'époque, ce n'était pas commode, puisque par exemple, vous avez un clavier qui permet de glisser continuellement sur 10 octaves. Donc, quand on a essayé de mettre ça en système 10, c'était impossible à l'époque. Actuellement, il y a deux électroniciens qui ont fait en compétition chacun deux versions qui existent, mais ces électroniciens sont eux-mêmes très âgés. Et donc, on ne sait pas ce qui va se passer après. Et de toute façon, la communauté de Martenot n'est pas d'accord. Une des versions, c'est celle que vous verrez ici, que vous avez pu voir vaguement sur la photo. C'est une version avec un clavier agrandi, parce que le clavier est très très petit, avec quelques améliorations, et l'autre version va absolument respecter le Martenot tel qu'il a été achevé dans les années 60. Les deux guitares électriques, donc, et puis il y a aussi, en réalité, la partition c'est marqué orgue jouant de long Martenot. Et on a très peu d'indications sur l'orgue. Il faut savoir que l'itinéraire, comme beaucoup d'ensembles, a acheté régulièrement de nouveaux équipements meilleurs, et donc on ne sait pas trop avec quel orgue c'était joué. Il y a des indications sur la partition, mais qui sont des indications, je dirais, ajoutées au moment d'édition, juste après la création. Alors, voilà. Le problème, c'est le manque d'informations. On a d'une part l'enregistrement stéréophonique de la pièce, d'autre part une partition. Déjà, dans la partition, il n'y a pas de détails de nomenclature sur les instruments électroniques. Il n'y a aucun schéma, on ne sait pas comment les instruments sont reliés. On se doute bien qu'il y a des connexions entre les instruments, parce qu'on voit dans la partition, on va indiquer des modulations d'anneaux, du phasing, des filtres. Forcément, on prend un des instruments ou tous les instruments, ou on module l'un par l'autre. Il n'y a aucun schéma, il n'y a rien. Alors que, par exemple, pour la percussion, il y a comme d'habitude des pages d'indication, des modes de jeu, des types d'instruments, etc. Il y a une nomenclature traditionnelle. Et en fait, la raison est toute simple, c'est que la partie des instruments avant, la partie des percussions, c'est clairement destiné à être joué par n'importe quel ensemble instrumental. Donc il faut bien lui donner des indications, les compositeurs sont habitués à ça. La partie électronique est complètement expérimentale, et au départ, personne n'a imaginé qu'il y aurait d'autres musiciens qui la jouaient. Donc, les musiciens ont toute l'information. Un deuxième problème, c'est que quand j'ai commencé à demander aux musiciens, une fois que j'ai su qui avait joué à la création, qui jouait régulièrement la pièce, quand j'ai demandé des informations, il n'y avait pas d'informations. C'est bizarre, normalement, c'est très bien quand on joue dans un ensemble d'orchestre, on met des annotations, on écrit les changements de patch, les changements de programme, tout ça. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Et quand on regarde la partition telle qu'elle est officiellement qui est louée, il y a des indications, on va dire, stables, qui sont données, mais pour des instruments dont on ne connaît pas exactement la nature, on n'est pas sûr de la marque des instruments, et de toute façon, on n'a pas les patchs, les dispositifs, les types de timbres qui sont donnés sur les instruments. Donc on a des indications qui sont intéressantes, qui sont vraiment des indications de ce que vous voulez obtenir comme résultat, comme effet, ou ce qu'il fallait faire d'après le compositeur et d'après le musicien, mais on ne sait rien d'autre. D'où la... Alors, il faut savoir aussi qu'il y a au moins deux versions stables connues de cette pièce. La version de création avec des instruments analogiques, orgue, électronique, synthétiseur, et puis une version en 91 avec les instruments, le net plus ultra moderne de l'époque, donc avec les synthétiseurs Yamaha, modulation de fréquence. Et on a donc une disquette avec le patch Yamaha. Voilà. Et en fait, c'est ce qu'avait reçu l'ensemble à Genève, Contrechamp, quand il a voulu jouer la pièce, il a reçu la partition, les parties, et puis une disquette, voilà. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. À chaque fois que la pièce a été rejouée, en fait, l'ensemble itinéraire va modifier l'instrumentarium, essayer, ils ont mis un PPG, ils ont changé d'ordre, ça dépend aussi s'ils allaient loin, s'ils voyageaient, etc. Ils achetaient un nouveau synthétiseur, ils essaient de voir s'ils ne peuvent pas faire des sons plus intéressants avec le nouveau synthétiseur. Et donc, la pièce n'a jamais été complètement stable. Ça me paraît assez normal. Donc, la grande difficulté, c'est de ne pas avoir d'indication. On voit ici
ce qu'il y a sur la partition, donc les indications de la nomenclature, c'est 2 orgues électriques qui jouent aussi les ondes Martelot et 2 guitares électriques. Et c'est tout. Il n'est même pas indiqué que les guitares électriques sont avec des effets. C'est assez plausible, mais c'est quand même mieux quand on le dit. Et les 2 orgues électriques, qui jouent aussi les ondes Martelot, on ne sait rien de plus. Mais quand on regarde la partition un petit peu plus loin, on voit des choses très très intéressantes. Par exemple, là, on voit que l'orgue, c'est un Kumar. Ça ne me dit pas quel modèle. Ça a pu être au moins à un moment donné un Kumar. On voit aussi qu'il y a une modulation en anneau. Ça sort quand même. Il faut avoir un modulateur en anneau ou un synthétiseur avec modulateur en anneau. De l'orgue et de l'onde par le truchement du synthétiseur EMS, plus vent dans le synthétiseur. Donc il y a aussi un synthétiseur EMS dans cette version qui module l'orgue, peut-être Kumar, donc, par l'onde. Voilà. Et puis, quand on regarde un petit peu plus en détail, on voit qu'il y a aussi un phasing. Donc, tiens, il faudrait peut-être acheter aussi une boîte de phasing. Et puis, il y a même un égaliseur. Donc, il y a des indications qui relatent probablement la version de création, les premières versions, enfin, les premières fois que la pièce a été jouée, mais c'est succinct. Et avec ça, il faut pouvoir jouer la pièce. Alors, à côté de ça, on a des données sur la version de 91, qui est évidemment théoriquement bien meilleure, qui est la plus récente, etc. Mais voici les données. On ne devrait pas avoir de son, c'est pas grave. C'est une petite disquette marquée Saturn DX, Saturn TX, Saturn Performance. 91. Oui, je la fais. Donc ça, en théorie, on sait à peu près de quoi il s'agit, on connaît les instruments. Pour la petite histoire, quand j'ai vu ça, je suis allé sur eBay. En un mois, j'avais les instruments, un DX7, un TX. Donc 2 choses. Après, j'ai appris que c'était un DX7 2, pas un DX7 1. C'est pas du tout pareil, le DX7 2 permet au moins d'avoir 2 timbres qui expliquent qu'il y a une bande de performance. Et là, très paradoxalement, beaucoup de personnes ont buté, notamment en 2006, ont buté sur la lecture de ces timbres. On se doutait bien que c'était des disquettes Macintosh, mais ça pouvait être aussi une disquette Yamaha, format PC dans le format interne de Yamaha. Ça pouvait être n'importe quel logiciel. Et n'importe quel logiciel de l'époque est protégé. Il faut une licence. À l'époque, sur une petite disquette, on avait le droit à 2 licences sur disquette. Il faut donc pouvoir lire le contenu. Et le contenu, on arrivait à lire les 2 premiers, mais jamais le 3e. Ça m'a pris 6 mois pour arriver à refaire fonctionner sur un ordinateur où moi-même j'avais la licence d'un logiciel compatible à l'époque pour pouvoir relire cette disquette en réparant l'ordinateur qui marchait bien mais qui n'avait pas d'écran, etc. Et en comprenant, en me souvenant comment fonctionnaient les systèmes de protection des licences. Et le jour où j'ai pu voir les patchs, j'ai fait des copies d'écran instantanément en disant je ne suis pas sûr demain que ça va fonctionner pour sécuriser ça. Et il m'a fallu beaucoup de temps après pour transférer ces données donc informatiques dans des logiciels plus récents. Ils sont censés pouvoir récupérer les données, mais pas récents. Voilà. Alors je vous rappelais que on n'a aucune information sur les instruments, aucune photo de concert, aucune annotation de partition, enfin, jusqu'à ce moment-là. Et beaucoup plus tard, après, une fois que la pièce a été recréée, rejouée, etc., sur Internet, en cherchant autre chose, j'ai trouvé une photographie, voilà, de toute la bande avec, je n'ai pas la date, avec leur instrument, etc. C'est qui à côté de Muraille? Pardon? C'est qui entre Muraille et Je ne sais Pavie? pas. Il y en a un, je ne connais pas, peut-être le percussionniste, je ne sais pas. Donc, alors c'est sur un site d'hommage à la marque de guitare préférée de Claude Pavie. Donc maintenant, je peux recontacter Claude Pavie pour lui demander s'il y a une photo de meilleure qualité, s'il a d'autres photos. Parce que j'avais contacté l'itinéraire, il n'y avait aucune nomenclature, il n'y a aucune photo, surtout pas de ce concert, mais là, je n'ai pas la date, mais on voit un petit peu les équipements qu'ils avaient. En bas, il y a des noms. Mais ça, c'est arrivé un an Non, après. mais c'est lui qui a dû les ajouter. C'est toi qui as ajouté les noms. Oui. Non, on Voilà. connaît tout le monde sauf une personne. Bon, le temps passe très vite. Il a fallu donc que j'essaie de reconstituer toutes les informations manquantes, ce qui est plutôt l'archéologie que la documentation. Il a pris beaucoup de temps, à un point même où je me disais,
on ne veut pas me donner l'information, c'est pas possible qu'elle n'existe pas. Mais en fait, c'est parce que c'était naturellement, et quand on, je veux dire, cette information n'était pas écrite, personne n'avait imaginé qu'il faudrait la transmettre, et en plus, bah, tout ça, c'était il y a quelques années, donc les choses s'érodent. On m'avait dit, c'est pas compliqué, quand Tristan Murail, qui a accepté de rejouer la pièce en Suisse, en Italie, quand il sera là, lui, il a tout dans sa tête, il se souviendra de toutes les choses. Mais en attendant, il faut quand même préparer les patchs, préparer un dispositif, être sûr que tout fonctionne. Voilà, alors par hasard, j'ai découvert qu'à Genève, quand ils avaient reçu les partitions, il y avait des parties, et ces parties étaient annotées de multicouches. Donc effectivement, on peut considérer que les musiciens, enfin Tristan Murail et François Spélet, n'avaient pas de copie personnelle, et ça je l'ai compris que beaucoup plus tard. Ils avaient effectivement le matériel de location, et ils avaient écrit au crayon des choses, et puis rayé, et ils avaient interverti les synthétiseurs, même les Yamaha, c'était tantôt le DX, tantôt le TX, ça dépendait, parce qu'ils jouaient une autre pièce, donc ils n'avaient pas redécablé, ça allait faire du bruit, etc. Donc il y a plein d'indications, mais il faut découvrir. J'ai découvert ça au bout d'un certain temps. J'ai cherché des annotations, des schémas, câblage, je n'ai toujours rien trouvé. Et donc petit à petit, en collectant les parties séparées, j'ai compris qu'il y avait des parties qui étaient sur papier très jaune, un petit peu jaune, qui étaient probablement la première version, des versions en papier plus blanc qui était un tirage probablement d'environ 91, donc avec des indications plus récentes, et puis la version actuelle, puisque l'éditeur a été racheté par le Moine, donc un retirage actuellement, il n'y a pas d'indication, sauf la version 2001 qui a été jouée, qui n'a pas été appréciée, mais qui a été jouée la dernière fois donc, à Radio France. Voilà une indication. Donc j'ai retrouvé aussi que la musicienne qui était pressentie pour rejouer la pièce avait joué une des parties en 2001. Et comme c'était sa première fois, Tristan Murail était venu une journée pour transmettre les informations, elle avait mis énormément d'annotations. En discutant, en prenant contact avec elle pour savoir si elle acceptait de rejouer la pièce plus tard, elle me dit, mais moi j'ai ma partition, comme fait tout musicien, je fais une photocopie, on n'a pas le droit, mais c'est pas grave, et dessus je mets toutes les indications. Donc, une partition comme ça, avec énormément d'indications à la fois musicales, et puis des indications. Le problème, c'est les éditeurs. Pardon. Le problème, c'est les éditeurs. Il n'a pas. Autre version ici, on voit très clairement, là, que la partition que vous avez passée, c'était une partition version intermédiaire. On voit qu'il y a eu un PPG, qu'il y a eu un L5G, je ne sais pas qui c'est, en plus on voit des numéros, donc on voit des X, on voit énormément d'informations. Il faut arriver à décoder, mais quand on a l'information, on peut avancer. Voilà, bon, je crois que je vais aller un petit peu plus vite. Oui. Un exemple de banque. Donc, une fois que j'ai réussi à ouvrir la banque de timbres Yamaha, et je vais aller tout de suite à la fin, une fois qu'on a rejoué la pièce, donc bon, l'intérêt des banques de sons, c'est qu'il y a des noms, donc ça évoque des choses. Voici la même banque au concert. Tout ce qui est en gris, ce sont des sons qui ne servent plus. Ce sont des variantes. Des sons qui voulaient remplacer les sons de Dessionano, mais finalement ils sont simplifiés parce que des fois c'est difficile de changer les sons. Donc quand on l'a rejoué, en fait, seuls les sons en noir sont maintenant utilisés. Les autres sont toujours là dans la banque, que j'ai réussi à ouvrir, mais ils ne sont plus utilisés, apparemment. Donc une des questions, c'est que jusqu'à quand garde-t-on ces sons qui ne sont pas utilisés? Parce que moi, je vous figurez que la première fois que j'ai mis tous les sons que j'ai écoutés synthétiseurs sans savoir les modes de jeu que j'ai essayé de jouer, je cherchais dans la partition, je ne trouvais pas, il y avait des numéros, les numéros sont décalés en plus sur les synthétiseurs Yamaha, puisque c'est le tout premier synthétiseur numérique, à l'âge de 1. Je voyais plein de sons et je n'arrivais pas à les trouver. Mais en fait, c'était des sons qui ont dû servir à un moment, dans certaines versions intermédiaires, qui ont disparu. Voilà. Alors, on va aller vite au dispositif de recréation de la pièce. Je peux dire, recréation est un mot un peu fort, là, ça ne va pas changer. C'est la version, on va dire, de 91 pour synthétiseur Yamaha qui a été faite. Et au départ, je n'avais pas du tout été chargé de faire le sauvetage de la pièce. J'ai été chargé de faire sa préservation, c'est-à-dire la rendre jouable pour des années et des années. Mais en fait, toute l'opération était essentiellement de recollecter l'information et de faire un sauvetage. Donc, on a
versions. Une sur les synthétiseurs Yamaha, que j'avais trouvé assez facilement, mais qui ont une durée de vie tout de même limitée. Donc quelqu'un trouve que ces synthétiseurs TX816 et autres ne marchent plus du tout. Pour nous, on en avait un qui marchait bien, pas trop ça. Et ça a une durée de vie quand même limitée. Il n'existe, à ma connaissance, qu'un émulateur tout à fait correct, système FM7 qui s'appelle un FM8, contact, de native instrument, pour lequel visiblement ils ont travaillé avec la société Yamaha pour comprendre, par rapport au réglage, les adaptations qui étaient faites, parce que ce n'est pas une fréquence pure, elle est économique, elle est particulière, donc il y a des artefacts très importants, et visiblement les équipes ont travaillé ensemble. Le système, à notre oreille, pour un entendre tout à fait comparable et quasiment identique. On ne va pas dire qu'un logiciel commercial d'une petite entreprise soit un système pérenne. Donc, pour l'instant, on n'est pas les plus. Et donc, ce qu'on a fait pour les répétitions et les concerts, on a donc mis en parallèle les synthétiseurs Yamaha et l'émulation sous Macintosh, piloté par les claviers qui ont même une sortie MIDI, par la commande MIDI des claviers des deux solistes. Ensuite, s'était posé la question, au départ, il y avait eu une petite compétition avec mon collègue Philippe Dao ici, qui avait dit, pour pérenniser une pièce comme celle-ci, on va l'échantillonner, on va sampler, on va échantillonner tous les sons. C'était 2 jours de studio et beaucoup de temps après pour monter les sons, les faire, etc. Alors j'avais dit, c'est un peu dommage, puisque, a priori, il s'agit d'une version qui peut nous intéresser. Enfin, j'espérais faire la version analogique initiale, il n'y a plus question, mais la version de fréquence, on a un modèle qui est bien connu, qui est vraiment en mathématiques, c'est un peu dommage de figer ce modèle enregistré. Il vaudrait mieux le décrire. Mais de toute façon, il faut d'abord comprendre la pièce. Comme ça m'a pris 1 an pour comprendre la pièce, avoir à peu près toutes les informations, 1 mois avant le concert, on n'a pas du tout, il n'a pas été question d'échantillonner la pièce. Et quand j'ai parlé d'échantillonner, là j'ai compris que c'était, bien sûr, c'était 2 jours de studio, enregistré note par note, mais après il allait falloir mettre quelqu'un dessus, monter toutes les notes, les calibrer, etc. Et ça, c'était plutôt que 3 semaines. Donc ça n'a pas été fait. Donc l'idée que j'ai eue, c'était de faire une captation des répétitions, de concerts, on va dire en multipiste, multicanal. C'est-à-dire d'enregistrer ce que font les musiciens, piste par piste. On avait demandé en fait à la radio suisse romande d'enregistrer le concert si on peut faire un enregistrement multipiste, ça a coûté de l'argent en plus. Donc on s'est dit, on va faire un enregistrement multipiste, si c'est possible, nous-mêmes, pas autorisé, mais de captation directe des sons pour faire écouter les sons. Donc d'une part, des microphones ou des lignes électriques directes devant les 2 guitares, devant les ondes Martenot. Une des ondes Martenot, la moderne, a une sortie audio, mais l'autre n'en a pas, mais des microphones. La sortie audio des 2 synthétiseurs, de toute façon, il fallait mixer ça avant d'aller sur les enceintes. Et puis, les 2 flux MIDI des claviers, donc le synthétiseur, qu'on captait, c'est juste du séquenceur. Le résultat de l'émulation par le logiciel FM8 sur l'ordinateur, et on a enregistré tout ça. Juste un petit microphone, un couple de microphone, pour avoir le témoin de toute la musique. On a rapidement expliqué aux musiciens ce qu'on faisait, à l'ingénieur du son de la radio. On lui dit, on ne fait pas notre version pirate, c'est juste pour pouvoir récupérer les sons. Et on a fait cet enregistrement. À l'avant générale, à la générale et au concert. Et donc cet enregistrement, on va par le patch. Voilà le dispositif du patch max, enfin la façade, on va dire, dans laquelle on collecte les données de jeu MIDI des 2 claviers. Il y avait en fait un clavier de commande avec le TX816 et puis un DX7 qui a son propre clavier. Et puis les traitements sur les côtés, modulation, etc. Mais ça n'est que les façades. Je vous montre juste de plus près la position. Vous voyez, un clavier de commande, un orgue et l'onde Martenot en dessous. Et de l'autre côté, on voit le clavier DX7 et l'onde Martenot en dessous. Donc ici, on regarde les 2 autres dispositifs. Le guitariste Claude Palvier, donc, qui est toujours là depuis la création, avec ses 2 systèmes symphoniques, et un jeune guitariste suisse qui, en 2 heures de temps, a pu avoir la transmission de toutes les données. En 2 heures de temps.
dans le studio. Ça a été tellement rapide que je n'ai pas pu enregistrer. Et là, on revient à des problèmes fondamentaux. Même quand on a des données, on ne connaît pas les modes de jeu. On a la partition, on ne connaît pas les modes de jeu. Une des conclusions aussi de ce système vient est donné par le modèle OIS, qui dit que les données complexes qu'on veut préserver, il y a des communautés d'utilisateurs, des communautés des îles. Dans la musique, bien évidemment, on a aussi ça. Quand vous apprenez le piano, vous n'apprenez pas tout seul chez vous, très rarement. Vous allez dans une école de musique où toute une information vous est transmise oralement, tout ce qui ne peut pas être écrit, etc. Je trouve que dans le dispositif, le long marteneau, il y a une communauté. Il y a des classes, on apprend, et donc quand on montre à une mondiste qui ne connaît pas la partition, elle voit les registres, elle voit ça, elle a déjà une bonne idée de ce qu'il faut faire. Après, c'est une question d'affiner artistiquement, voilà, c'est pas comme ça. Les guitaristes qui jouent la musique contemporaine, ils sont très peu nombreux, mais c'est une toute petite communauté quand même. Et donc là, ce jeune guitariste, qui était réputé, qui était très fort, alors il regardait la partition, avait passé un coup de fil à François Bouche qui tenait la partie avant, avait un peu prévu, et en 2 heures, Claude Pally lui expliquait, non là tu fais ça, non là c'est pas ce son, etc. Les erreurs sur la partition, etc. Il a tout transmis oralement. Donc, on peut dire qu'il y a une forme de toute petite communauté de quelques guitaristes. Pour ce qui est de jouer du synthétiseur, il n'y a aucune communauté. On pensait qu'il y en aurait une, puisqu'il y a 20 ans, je me rappelle, ils avaient créé un CA d'instruments électroniques, marteneau et synthétiseurs, mais les synthétiseurs ont été remplacés par les sampleurs, et puis maintenant, en fait, on a plutôt des réalisateurs d'informatique musicale, ou des gens qui jouent du laptop, tout ça. On n'a pas cette compétence, ce poste d'instrumentiste qui est assez bon au clavier, mais qui sait complètement comment fonctionnent les synthétiseurs, etc. Donc, il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de connaissance. Une petite vue en détail du clavier DX7 en dessous et de long marteneau, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis là, un microphone qui prend le diffuseur métallique, pour le voir. Et ici, la console centrale, console de mélange, Macintosh à côté qui fait tout le dispositif de synthèse, et Macintosh à droite qui enregistre en multipiste tout ce qui est joué. Voilà. Alors, voilà donc nos enregistrements. Je passe tout de suite là, qui a été fait à l'époque sur Digital Performer. On voit bien toutes les pistes, une à une, couple de microphones, l'ordre, l'onde 1, l'onde 2, la guitare 1, la guitare 2, guitare 1, gauche-droite, l'FN8 qui refait en fait le synthétiseur qui est en dessous de l'X7, le TX602 et la FM2 qui est en dessous, qui est une mauvaise disposition. Et puis en bas, on voit le séquencement de toutes les notes que le musicien joue. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, parce que le temps tourne. On va juste regarder le dispositif que j'ai retransféré après dans Pro Tools. Je mets à n'importe quel endroit. Enregistrement, c'est parti. Et quand on clique, par exemple, on va repérer ici. On va repérer ici un jeu de synthétiseur, TX802. Donc c'est très brut, c'est la ligne directe. Donc ça, il y a un timbre, une modalité. Voilà. Et maintenant, si je veux écouter l'émulateur, on peut parfaitement comparer. Il faut absolument avoir le même niveau d'intensité, ce qui n'est pas le cas dans les captations. On a comparé ça dans la salle de concert. L'ingénieur du son lui disait c'est pas le même son. Je lui disais non, excuse-moi, mais quand tu prends 2 violonistes, c'est pas tout à fait le même son, c'est bien le violoniste. Là, c'est bien là. Il y a des petites différences très légères de brillance, etc. Voilà. Et donc, j'avais là en fait
partir duquel je peux faire deux choses. Le premier, c'est que n'importe quel musicien qui veut écouter, comprendre les parties de la pièce, regarder la partition, peut écouter la partie et dire ah oui d'accord, je vois c'est bien ce son-là, parce que il y a plein de questions, plein de problèmes qui arrivent maintenant. Alors on va conséquer ça à la fin. Une des questions, je la connaissais depuis très très longtemps, c'est que quand on a un système électronique, un patch, un timbre, ça n'est pas le son. Quand on joue, on a un instrument. Et donc dans un son électronique, il y a à la fois le réglage, le timbre, et il y a les modalités de jeu. D'ailleurs, c'est très clair. Quand on prend la bande, on joue do, ré, mi. On dit, c'est bizarre, c'est pas du tout, je ne vois pas où c'est. Pourquoi? Parce qu'un certain son a été prévu pour être joué dans le grave, avec là, par exemple, il y a un peu de vibrato, il y a des effets de filtrage. Donc, il y a tout un ensemble de modalités de jeu qui sont très, très importantes et qui sont à peine écrites. C'est-à-dire qu'il y a les modalités de jeu sur le premier synthétiseur logique, on voit bien, il y a des courbes, il y a des indications, mais transposer ça sur le timbre tel qu'il a été reconstruit après par Tristan Brahe et François Spiegelman. Donc ça c'est très important. Quand on a les sons, on sait pas, ça ne veut pas dire qu'on puisse jouer les sons, les instruments correctement. Quand on entend l'enregistrement là, c'est un petit peu comme quand Claude Paris a joué les notes rapidement à Simon Echiman, il lui dit non c'est comme ça, hop, tout de suite il a compris, c'est réglé. Donc là on peut écouter ça évidemment et on se dit ben, je vais on se dit tout de suite, voilà, je sais comment commencer, c'est quand on écoute là, c'est à peu près comme ça qu'il marche. Maintenant, je suis confronté à un problème très très particulier, c'est que, en réalité, je n'ai pas trop expliqué aux instrumentistes ce qu'on faisait, et là, j'ai une captation exacte de la manière dont ils jouent. Et il faut absolument donner des informations aux personnes qui pourraient utiliser ça. D'abord, j'ai aucun droit là-dessus. Aucun droit ni de l'éditeur, ni des musiciens, ni du compositeur. Implicitement j'en ai, mais en réalité je ne peux pas publier du tout ce genre d'enregistrement parce que les musiciens ne supportent pas qu'on leur mette une prise directe. En plus il était prévu que je fasse ça sur la générale en disant bon, et puis je vais couper les parties, mais finalement la première à Genève ils l'ont joué tellement linéaire, tellement exact que c'est une version bien meilleure. Et donc c'est plutôt celle-là que j'ai tendance, là par exemple c'est celle-là que j'ai. Il y a des moments où on voit très nettement qu'il y a des fautes. Notamment, on voit qu'il y a des sons, des patchs qui n'ont pas été changés. Donc on a vu ça nous, en répétition. J'étais allé voir les musiciens. Et là, il n'y a pas de patch. Tu ne changes pas ce son. Il regarde, il dit, bah non, ça a été supprimé. Bon. À un autre moment, il dit, là, tu ne fais pas ce son. Oui, parce que regarde, j'ai une main là sur ce clavier, j'ai la main là, je ne peux pas aller changer le patch juste pour une note et revenir. Donc, je suis obligé de supprimer. Donc, on a une information qui est exacte, mais qu'il faut prendre avec le recul. Donc il faut à nouveau documenter cette information. Pas évident. Il faut bien expliquer aux personnes. C'est un témoignage, comme une prise de son, c'est très bien que c'est un témoignage, on peut aller au-delà. Là, on a une captation très très précise, mais c'est un témoignage. Un autre aspect, quand j'ai discuté de ça avec Dufour, j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Il y a des endroits où quand même c'est un petit peu décalé, où il y a des petites erreurs, puis tout de suite, ah ben, on améliore. Parce que j'ai un séquenceur, je peux très bien modifier la position d'une note dans l'enregistrement. Ça reste décalé par rapport au synthétiseur enregistré, mais je peux recaler les choses complètement. Et donc, on peut améliorer les choses. Il a dit, on n'a pas de temps à perdre, il faut absolument affiner, peaufiner les informations pour qu'elles soient exactes. Mais on n'a absolument pas le droit de faire ça. Si on décide qu'on fait un enregistrement studio avec les musiciens et qu'on est accord avec eux, on améliore, ça c'est comme les chanteurs qui chantent faux, hop, on corrige avec l'autotune, on fait chanter juste, ils sont très contents. Et si on le fait après coup, ou même qu'on leur fait chanter faux, parce qu'on fait des battements, c'est plus joli, ils ne sont pas d'accord. Donc là, on ne peut pas faire ça a posteriori. Et donc, on a des informations qui sont très très intéressantes, mais qu'il faut prendre avec délicatesse. Autre aspect, que la pièce puisse être jouée maintenant. Elle n'est donc pas pérennisée, puisque je n'ai pas de description exacte du modèle des sons. Est-ce qu'on doit purger tous les timbres qui ne servent pas? Est-ce qu'on doit rééditer la partition en effaçant toutes les annotations passées? Alors moi j'ai proposé, notamment parce que c'est une partition qui est dure à suivre, de rajouter une bande en bas de la partition avec un synoptique, les numéros des patchs,
avec des renvois, comme ça on peut changer éventuellement le son plus tard, mais on sait que là il y a tel nouveau son. Un synoptique à la fois pour le chef d'orchestre, mais aussi pour lire toute la partition, c'est très facile à repérer, des informations. Il n'y a pas eu d'argent pour l'instant pour faire ces choses-là. Parce que je considérais qu'on ne pouvait pas effacer les indications principales du compositeur sur la première version de la partition. Et en même temps, ça charge l'information. Donc, on en arrive à créer finalement une nouvelle information, une nouvelle documentation sur une pièce qui existe déjà. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de choix. En conclusion, on voit bien qu'on avait, dans cette pièce-là, on avait une absence de traces. Il a fallu donc recollecter. Et donc, on voit bien que pour nous préserver, ça consiste, à mon avis, à 3 étapes. La première, c'est conserver les objets. Ça n'a pas toujours été fait. C'est-à-dire, n'importe quel centre d'archives, comme on dit ici, déjà, garde les objets. Donc, ils conservent. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de documenter ces objets. Alors, un archiviste, il sait qu'il va cataloguer, il va documenter, mais il ne va pas toujours documenter l'intérieur. Dans le cas d'INAL, on est habitué, on sait qu'on a des documentalistes qui vont décrire complètement le contenu avec des systèmes de référence, de bases de données. En musique, on n'est pas très habitué à ça. Et donc, documenter les objets est très important. Et la troisième étape seulement, celle que je n'ai pas pu atteindre pour cette pièce, c'est de pérenniser l'œuvre. Donc, de donner des informations qui soient suffisamment viables par rapport à la documentation pour que quelqu'un à une distance assez importante puisse comprendre la distance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut améliorer, modifier, etc. Parce que on sait comment fonctionnent les œuvres contemporaines, elles sont créées, elles évoluent, surtout là avec des instrumentistes qui ont participé à la création. Puis un jour, le compositeur disparaît. Et là, à ce moment-là, tout est figé. En général, pas toujours, mais il a une veuve. La veuve, souvent, les héritiers gèlent tout, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus toucher. Vous connaissez le cas de Lulu Berg, voilà, le dernier acte n'a pas été créé, donc on ne joue pas, c'est des fondistes. Donc il y a une période où tout est figé, qui est assez importante, qui peut durer 30 ou 40 ans. Et après, par exemple, là, on va lancer la petite pause, et après seulement, avec une grande distance, les musiciens se réapproprient les œuvres, les réinterprètent, les font aller dans des directions qui étaient peut-être inadmissibles. On se souvient de Glenn Gould, tout ça, réinterprétant complètement Bach d'une manière absolument fabuleuse, qu'il ne faut pas copier, mais voilà, c'est comme ça. On n'aurait jamais eu le droit de faire ça s'il n'y avait Bach à côté. À mon avis, il n'y avait pas de droit d'auteur à l'époque, mais ce n'est pas ça. Il faut une certaine distance, mais il faut aussi de l'information, sinon on se met à faire n'importe quoi. C'est ce qu'on a comme problème pour la musique très très ancienne. On a suffisamment peu d'informations pour être obligé complètement d'imaginer des dispositifs. Et même dans les cas où on a suffisamment d'informations pour savoir exactement comment ça devait être joué, ce qui arrive souvent, nos oreilles ont changé, notre culture musicale a changé. De toute façon, on n'a pas forcément envie de réécouter une œuvre telle qu'elle a été créée. Je dis toujours que l'authenticité, une chose qui nous passionne tous ici aussi, l'authenticité dans une cantate de Bach, ça consistait à faire chanter en 2 jours une cantate par des jeunes enfants qui ne savaient pas lire la musique et qui avaient très faim. Voilà. Donc ça, c'est l'authenticité de la création. Ça n'intéresse personne de, peut-être une fois pour l'expérience, d'essayer de recréer ça avec un malheureux cœur. Voilà. S'ils chantaient bien, on leur donnait à manger. Pardon ? S'ils chantaient bien, on leur donnait à manger. Peut-être, voilà. En tout cas, on sait qu'énormément d'œuvres ont été créées dans des conditions quasi catastrophiques. Et le compositeur d'espérer qu'il y a une chose, c'est de entendre sa pièce dans des meilleures conditions. Merci Yann. Donc on voit bien, hein, à travers ton exemple passionnant, les linéaments de la préservation et puis sa dimension de créativité. Et est-ce qu'on peut prendre quelques questions pendant peut-être que Marc, tu t'installes ? Non ? Est-ce qu'il y a des... Vas-y. Serge. T'as une question de Serge, Yann. Oui. Bon,
question? Si, si. C'est pas vraiment une question, c'est quelques réflexions, puis quelques questions aussi. D'abord, bravo pour ce travail, parce que je sais ce que c'est, nous aussi on a nous parler de faire ça. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, dans la pratique là, de ce que tu as fait de remise à jour, de résurrection d'une œuvre, je me reconnais beaucoup, parce que ça m'est arrivé aussi d'avoir à sauvegarder des œuvres de cette époque-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi le processus que toi tu as fait, l'enquête archéologique, retrouver des sources, machin, c'est quelque chose que, quand je le raconte, je le partage, parce que je suis passé un peu par là pour d'autres œuvres. Ça, c'est intéressant, parce qu'on pourrait trouver des constantes, des mutualités, des choses. Oui, mais surtout, je n'étais pas préparé à ça. Ah oui, non, Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'inventer. C'est un aspect très musicologique. Évidemment, il faut connaître les équipements, le dispositif, l'intérieur. Et c'est un travail très musicologique pour lequel je n'étais pas. Mais pas seulement musicologique, très créatif au fond. Ce qu'on voit bien, c'est ok, qu'il aller je- chercher. Parce que finalement, En même temps, je suis un peu. là où on en arrive, c'est qu'il faut réinterpréter, quoi. Donc finalement, c'est pas qu'un travail d'archiviste de retrouver des sources, c'est aussi les interpréter. Finalement, c'est à ce moment-là. Mais bon, j'avais quand même quelques petites questions par rapport à ce que tu as dit. Il y en a pas mal. Mais peut-être la principale question de l'authenticité. Et j'ai vu sur la photo que tu montres le dispositif pendant le concert, avec les deux ordinateurs, la console. Devant, il y a le compositeur quand même qu'on aperçoit, il me semble. Hein. Oui, Non, c'est- c'est la Julien du son, là, je crois. Enfin, Non, un peu plus en avant, il y a eu devant sa partie. Oui, oui, donc, Et donc, en fait, pour moi, la question de l'authenticité tant que compositeur vivant, elle est relativement simple à résoudre. Enfin, ça dépend du compositeur, mais il suffit de leur dire, de lui demander est-ce que c'est ton œuvre ou pas. non. Mais c'est pas ça. Non, On a, par exemple, je suis pas d'accord. non, on a raté une La chose. question que c'est quel a été son retour par rapport à ça. Est-ce qu'il s'en fiche? Est-ce que ça l'intéresse? Non, il est Voilà. très intéressé. Déjà, il Ouais. voulait que l'œuvre puisse être jouée. On a fait l'écoute justement de toute cette captation une fois que ça a été resynchronisé en studio. On a comparé avec la création de Peter Hudveus, qui est quand même formidable pour l'époque, il y a une énergie et tout. Et on a écouté les parties séparées, tout ça, donc ça, il a trouvé ça très, très intéressant. Mais par exemple, je sais que si jamais cette œuvre est rejouée, ce qui n'est pas évident parce que c'est une œuvre qui coûte cher, mais ce serait bien parce que ça permettrait d'affiner pas mal d'informations. Il y a une partie très très célèbre de vent, de sable et autres, qui est complètement ténue ici, qui est justement la fameuse partie qu'il faisait par modulation en anneau de deux sons à la fois. Mais je n'ai pas retrouvé. Et lui n'a jamais rien dit. C'est quand j'ai fait réécouter, j'ai dit, t'as vu quand même là, c'était beaucoup plus fort. Il dit, ah mais oui, je me demandais pourquoi on ne l'avait pas fait, etc. Il n'a même pas posé la question. C'était tellement complexe. Alors, il a une oreille très 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 fine. Il ne peut pas tout expliquer, mais il dit non, non, là, même dans les accords des musiciens, il sait exactement comment ça doit sonner. Mais si on ne lui pose pas certaines questions, si on n'a pas soi-même repéré des choses, si on n'a pas des doutes, il n'en aura pas les réponses, effectivement. Et alors, donc, sur la question d'authenticité, quand tu compares les deux versions FM8 et DX, en fait, tu compares deux versions qui ne sont pas la version originale, qui ne sont pas la version authentique, entre guillemets, c'est la version historique. Et quand on l'écoute comme ça, les pistes séparées, ça sonne vraiment 13 années 80, et ça sonnait certainement pas comme ça à l'époque. Donc, tu ne compares pas la version originale, la version. L'histoire est bien plus compliquée. En fait, la version de 2001, c'était une version améliorée, que tout le monde disait, ils avaient travaillé ici 2 semaines en studio, tout était parfaitement réglé, sauf que l'orchestre s'est rebellé, donc a mal joué, donc elle a été oubliée. Et il y a eu des laides, des conflits, parce que, entre-temps, la version, on avait prêté le studio ici pour cette version, ils avaient peaufiné les réglages, ils avaient réinventé en fait des sons parce qu'ils n'arrivaient pas à lire la 3e bande, mais mythiquement, c'était la meilleure version. Donc au départ, je devais faire celle-ci. Et j'avais les sons, j'ai retrouvé les synthétiseurs qui n'avaient jamais servi dans la cave, ici, dans la réserve. Quand j'aurais fait écouter, au fameux 3 jours, on a eu 3 jours pour tout mettre en place, 1 mois avant le concert, je dis, ouais, c'est pas terrible, etc. Quand j'aurais fait écouter la banque des sons 91, j'ai dit, ah, c'est ça, c'est ça. Et moi, personnellement, en plus, j'espérais que j'arriverais à faire aussi la version analogique. Bien sûr, pour comparer, parce qu'on me disait toujours, tous les musicologues qui travaillent sur la piste, ah oui, mais la première version est tellement plus belle. Elle est très intéressante, elle est très énergique, elle a plus de graves, mais les versions d'après ont des meilleures attaques. Tout ça, c'est une affaire de goût. Mais en fait, on n'a pas les 3 versions. La 3e, je l'ai, mais elle est interdite, elle n'est pas bonne. Et j'ai compris, en fait,
Ils ont passé 2 semaines ici parce qu'ils n'arrivaient pas à relire la 3e bande, donc ils ont recréé les sons. Mais personne ne s'en souvient. C'était seulement il y a 10 ans. Et j'ai retrouvé il y a 6 mois la disquette, parce que c'était quand même, on avait perdu l'ordinateur, c'est ces accidents qui arrivent, mais en rangeant les choses et tout, j'ai retrouvé la disquette avec tous les niveaux réglés. Mais il n'y avait rien derrière, il y avait une petite modulation en un endroit, il y avait une octaviation pour faire la flûte basse, il n'y avait pas de flûte basse, et il y a simplement tous les niveaux agencés. Donc, bien évidemment, je vais vérifier tous les niveaux et comparer. J'ai récupéré cet enregistrement, que pas si mauvais, mais enfin voilà, l'enregistrement audio, et on peut comparer ce qui a été fait. Il y avait 40 points de niveau, et c'était mythique. Bon, c'est simplement qu'ils sont rentrés dedans, et petit à petit, ils ont refait une version. Pour revenir au compositeur, il y a une bonne chose qu'on peut faire pendant qu'il est vivant, c'est de faire approuver d'autres versions. Hein, et je pense que c'est ça qu'il faut. Voilà, c'est la version, est-ce que tu es d'accord? On prend celle-là, parce qu'une fois qu'il est mort, c'est, comme il dit, c'est congelé, c'est dans un coffre-fort, la personne ne peut rien changer. Je pense que cette pièce peut encore beaucoup évoluer. On peut l'améliorer avec le compositeur et plus tard sans le compositeur, à condition de comprendre un peu ce qui se passe, comprendre les intentions. Est-ce que les sons ne doivent pas être trop solistes? C'est toujours un problème dans les sons électroniques. En même temps, les étendus, on entend surtout les sons de guitare, on entend vraiment les attaques de guitare. Les sons de synthèse, effectivement, ils ont une petite couleur années 80, c'est sûr. Mais maintenant, c'est fusionné dans l'orchestre.